La vérité et la réconciliation ont été des priorités fortes de l'ère Trudeau, un engagement à travailler avec les peuples autochtones pour construire des relations de nation à nation, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect et le partenariat. Mais à la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, des inquiétudes se font entendre quant à l'engagement du Canada à poursuivre sur cette voie. Pour en discuter, je reçois la sénatrice Michèle Audette, membre du groupe progressiste du Sénat et ancienne commissaire dans l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Bonsoir, Madame Audette. Oui, à vous. Alors, cela fait 10 ans que la Commission de vérité et réconciliation a publié ses 94 appels à l'action. À ce jour, le site Indigenous Watchdog estime qu'à peine 15 % ont été entièrement réalisés, pendant que 40 % sont soit non entamés ou au point mort. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ces chiffres-là? Ben, je trouve que les chiffres sont importants et ça nous donne un aperçu. Et en même temps, j'ai le privilège de travailler dans une institution, là, une université, et je sais que des organismes vont demander aux universités que faites-vous en matière de réconciliation? Et peut-être que la réponse, on les voit pas là, dans ces données-là parce que j'arrive d'un événement pour Joyce Echaquan et j'ai vu beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu académique, de la santé, des services sociaux, milieu juridique, qui sont pas des Premières Nations et qui ont partagé là, des initiatives qui s'attachent certainement à des appels à l'action de vérité et réconciliation et bien sûr d'autres commissions et le décès de Joyce Echaquan. Alors ça, c'est encourageant dans une tragédie. Là, je vous dirais qu'il y a peut-être des données là, qui sont manquantes. Bon nombre des appels à l'action qui semblent stagner sont ceux quand même qui nécessitent une collaboration étroite entre le fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. On peut penser par exemple aux dossiers qui concernent soit la santé ou la protection de l'enfance par exemple. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ces gouvernements sont réellement déterminés à concrétiser les appels à l'action? Et qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire de plus pour accélérer le pas? L'année passée, il y a eu un projet de loi là, qui était le projet de loi C-29 pour mettre sur pied un Conseil national de réconciliation qui donnait les pouvoirs, qui donne, pardon, parce qu'il a été adopté le projet de loi, les pouvoirs à cette organisation-là d'avoir une relation très particulière avec le gouvernement fédéral en matière de reddition de comptes. Donc, à partir de cette adoption-là, le gouvernement annuellement va déposer un rapport pour répondre en Chambre et au Conseil national de réconciliation. Voici ce que le fédéral a pu faire, ce qui va aussi amener à travers les gouvernements des provinces et territoires cette relation-là avec le Conseil national de réconciliation, s'il y a une volonté de leur part de pouvoir faire cette reddition de comptes-là, comme fait le travail précieux là, de Watchdog que vous avez nommé en début d'entrevue. Alors, cette fois-ci, c'est dans un contexte où une loi oblige une reddition de comptes là, de la part du fédéral. Et ça, pour moi, ça va être très précieux là, de suivre de près là, les travaux de ce conseil-là. Lorsque ces appels ont été publiés, certains avaient vraiment le sentiment que le Canada et les Canadiens allaient enfin prendre la réconciliation au sérieux. À ce stade-ci, 10 ans plus tard, dans quelle mesure est-ce que vous croyez que la réconciliation s'est un peu estompée du débat national? Parce qu'on semble en parler un peu moins que même il y a quelques années. C'est peut-être, merci du rappel, parce que d'un autre côté, d'où je suis, moi, les écoles primaires, les images que j'ai vues l'année passée dans les réseaux sociaux, dans les médias, l'après-visite du pape, la visite du pape. J'étais à Rimouski par hasard, par surprise, sans avertir personne à l'école secondaire pour aller mettre un tipi qui va être permanent, une tente là, permanente pour justement parler de réconciliation. Et je suis sortie de là très émue parce qu'on m'apprenait toutes les démarches qui étaient faites. Le collège Saint-Lawrence vont me rencontrer bientôt pour m'expliquer depuis 4 ans qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis
dans la gouvernance du collège aussi. Donc, il se passe beaucoup de choses qu'on ne voit peut-être pas dans la Chambre des communes, au Sénat ou dans les autres gouvernements. Mais ce qui me soulage, là, si je peux vous rassurer, c'est que sur le terrain, je vois des choses. Ça devrait être plus connu, mais elle me rassure là, de voir qu'il y a un mouvement qui a été pris par une jeunesse et des alliés non autochtones. Le gouvernement fédéral de M. Carney a pris des décisions récentes qui font quand même réagir du côté des Premières Nations. Il y a la loi C5 et Ottawa semble vouloir presser de grands projets d'infrastructure. Comment le gouvernement fédéral peut-il, selon vous, mieux équilibrer le développement économique avec son obligation de consulter et de respecter la souveraineté autochtone? Alors ça va mettre un goût amer là, en partant en matière de relations là, entre plusieurs nations et le nouveau gouvernement. Donc, de rester vigilant. Pour ma part, c'est de s'assurer que les nations qui parlent français comme deuxième langue ne soient pas mises à l'écart là, dans ce grand train à haute vitesse là, qui est parti depuis l'arrivée du gouvernement Carney en matière d'économie, là, on s'entend, puis de ressources naturelles, parce que c'est les territoires des premiers peuples là, auxquels on va devoir réagir ou protéger ou rappeler que les choses ne peuvent pas et ne doivent pas aller trop vite. Il faut outiller les gens là, du milieu. Je vous dirais en matière de ce qui va se passer aussi dans d'autres enjeux qui sont peut-être moins économiques. C5 nous donne un peu l'idée, mais j'espère que dans bien d'autres, comme la suite des appels à l'action des appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues, ben, j'espère que ce gouvernement-là va venir nous rassurer pour dire oui, en matière de sécurité publique, droit de la personne, droit des femmes et ainsi de suite, ce qui a été demandé dans les rapports, vont transparaître là, dans les priorités de ce gouvernement. Sinon, on va le rappeler. Et juste en terminant, puisqu'il nous reste seulement une minute, 17 ans après la création de la Commission de vérité et réconciliation, que représente pour vous cette journée du 30 septembre et comment voyez-vous l'évolution du sens de cette commémoration? Bien, je le vois comme guérison pour le vivre là, dans nos êtres chers, les gens qu'on aime beaucoup, nos familles qui nous ont mis au monde, là. Puis la grande famille des Premières Nations, de ma nation. Alors ça, pour moi, c'est précieux, c'est intime, mais en même temps, avec un devoir de mémoire comme sénatrice, la chance d'être à l'intérieur d'un Parlement, de pouvoir brasser avec amour ce rappel-là, de d'ébranler un statu quo, puis de dire, regarde, on est là pour rester, puis on va le faire ensemble, ce changement-là. Puis merci aux alliés, hommes et femmes, là, qui font le pas, mais il faut le voir aussi dans les lois, dans les politiques et les programmes. Michèle Audette, membre du groupe progressiste du Sénat et ancienne commissaire dans l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir.